Rebonjour. Alors, aujourd'hui, j'ai bel et bien l'heure d'être parmi vous. Je suis très très contente d'être encore une fois dans les bras de la FSE. Je tiens également à remercier toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à l'organisation de ce colloque hyper intéressant, sans oublier bien sûr le comité scientifique qui m'a accordé cette opportunité au nord. Voilà, donc sans trop tarder, je passe directement à l'intitulé de ma communication. Il y a eu une petite modification. Il y a eu une petite modification au niveau de l'intitulé. Donc, le titre actuel est le suivant: l'ingénierie coopérative dans l'enseignement primaire au Maroc, cas du projet HEPM. Donc, dans cet intitulé, il y a le sigle HEPM qui signifie littéralement Higher Educational Partnership Morocco. Alors, il s'agit d'un partenariat qui a été conclu entre l'Agence américaine pour le développement international avec les deux ministères, le ministère de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports, ainsi que le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation. Donc, permettez-moi de cerner un peu le mot ingénierie, parce qu'au Maroc, on a la coutume d'utiliser le mot ingénieur, généralement dans le domaine scientifique pur et dur, si vous me permettez d'utiliser cette expression. Mais en fait, l'ingénierie relève de toute démarche qui nécessite la réflexion, le diagnostic, la conception, l'évaluation et l'expérimentation. Donc, la question qui se pose maintenant, quels sont les types d'ingénierie en éducation? Bon, il y a d'abord l'ingénierie de formation, et puis, bien sûr, ingénierie de formation, ça veut dire qu'elle est en rapport avec la conception des dispositifs de formation, et puis l'ingénierie pédagogique qui est une composante de cette ingénierie. Bien sûr, l'ingénierie pédagogique, elle est, on va dire, elle fait l'objet du travail des pédagogues. Et puis l'ingénierie coopérative. Alors, bien sûr, le tout se fait. Pourquoi l'ingénierie coopérative? Parce que l'ingénierie de formation ainsi que l'ingénierie pédagogique se fait dans un cadre collaboratif, coopératif. Et donc, l'ingénierie de formation et l'ingénierie coopérative sont les deux faces d'une même pièce. Donc, pour expliciter davantage la charpente, ou si vous voulez, la logique de l'ingénierie de formation, alors, tout comme un médecin, on commence par un diagnostic. Donc, il y a des défaillances auxquelles qu'il faut combler, auxquelles il faut remédier. Et puis, on passe par la phase de la conception. Ensuite, le développement, ça veut dire la conception des contenus pédagogiques. Et ensuite, on expérimente ce qui a été conçu. Et finalement, on évalue le travail. Pour revenir au point de départ, qui est le diagnostic, ça veut dire vérifier si l'on a pu remédier à la situation problématique. Donc, maintenant que je vous ai mis dans le bain thématique, je passe directement à la problématique de ma réflexion. Donc, la problématique est la suivante. Dans quelle mesure le projet HEPM pourrait-il ériger une ingénierie coopérative ad hoc, convenable, entre la formation initiale et qualifiante? Formation initiale, ça veut dire la formation universitaire, et puis qualifiante, ça veut dire celle du CML. Donc là, on va réfléchir un peu sur l'aggiornamento du dispositif, parce que là, selon la loi cadre, la fameuse loi cadre 51-17, l'État préconise, on va dire, la révision des dispositifs. Et donc, on est dans cette logique-là. Donc, comment ça se passe? Ça veut dire au niveau du projet HEPM, quels sont les intervenus, etc. Donc, c'est ce qu'on va voir dans cette présentation. Donc, je me suis, bien entendu, posé une myriade de questions de recherche. On peut les résumer, si vous voulez, en une question. Comment est-ce que le partenariat pour l'enseignement supérieur, ça veut dire le projet HEPM, pourrait décroître les difficultés auxquelles font face les enseignants du primaire? Alors, j'aimerais souligner que le projet HEPM est axé beaucoup plus sur le cycle primaire, parce que, comme vous le savez, au Maroc, on avait l'habitude de commencer par le haut, ça veut dire
c'est-à-dire on commençait à aggiornamenter le secondaire. Or, il faut commencer par le bas, ça veut dire le cycle primaire. Je veux dire par le bas, ça veut dire la pierre angulaire de l'enseignement qui est le cycle primaire. Parce qu'on ne peut pas bâtir une maison bien faite, bien coriace si vous voulez, sans pour autant avoir des piliers solides. Donc pour répondre à cette question, bien sûr, je vais expliciter ce que c'est que l'aggiornamento dont j'ai parlé pas mal de fois. Donc, on a commencé d'abord, ça a été entrepris par la création des licences, des cycles de licence en éducation qui ont remplacé les filières d'éducation universitaire d'éducation. Et ce, pour répondre aux besoins croissants des enseignants, sans oublier bien sûr la volonté d'égaliser la formation. Ça veut dire qu'on veut avoir des enseignants du primaire spécialisés. Parce que, comme vous savez, beaucoup d'enseignants de primaire, par exemple, ils sont professeurs d'histoire géo, ils enseignent l'arabe ou bien les mathématiques, etc. Donc il y a un problème, il y a une défaillance qu'il faut penser. Donc, pour mettre au clair davantage l'architecture de la formation actuelle, eh bien, je vous présente le tableau suivant. Donc, à l'université, l'étudiant, ça veut dire le futur enseignant, il est étudiant au sein de l'université, par exemple à l'ESEF, à la FSE, à l'ENS, etc. Donc il passe par un concours de sélection, bien entendu, d'abord, et puis au CRMEF, il devient enseignant stagiaire. Donc il est passé par un concours de recrutement. Donc le problème est là en fait, d'où l'émergence du projet HEPM. Et finalement, bien sûr, juste au niveau de cette architecture, parce qu'il y a après la formation continuée. Donc l'enseignant se trouve en établissement scolaire, il devient donc stagiaire en responsabilité, il passe 2 ans de formation. Bon, de formation, il est enseignant, il est payé et tout, mais il est toujours stagiaire. Pour être titularisé, il doit passer par ce qu'on appelle le KPS, le certificat d'aptitude au professorat du second degré. Voilà. Donc on est là, bien sûr, l'enseignant, lorsqu'il est dans cette phase-là de l'établissement scolaire, il est censé préparer ce qu'on appelle la recherche-intervention. Donc on est dans la réflexivité enseignante, le renforcement de la recherche scientifique en sciences de l'éducation. Donc, le tout a été conçu, bien entendu, pour amender les pratiques enseignantes. Donc maintenant, la question qui se pose, comment ? Donc d'après les entretiens semi-directifs ciblés, que j'ai préparé. J'ai interviewé pas mal de personnes au CRMEF de l'Oriental et je suis arrivée à la conclusion suivante. Donc, la révision touche 3 volets, grands volets si vous voulez. Le volet pédagogique, ça veut dire tout ce qui est en rapport avec la conception des programmes, la révision des syllabus, etc. Et puis l'échange d'expertise. En ce qui concerne l'échange d'expertise, déjà, le Maroc, il a signé pas mal de partenariats à l'échelle internationale, surtout avec l'Agence américaine pour le développement international, sans oublier les conventions cadres qui sont conclues. Je vous donne l'exemple d'une convention qui a été conclue, signée entre l'AREF de l'Oriental et l'Université Mohamed Ier. Alors, en gros, il y a des points intéressants qui favorisent cet échange d'expérience. Par exemple, vous avez les étudiants de l'ESEF, de l'Oriental, qui peuvent effectuer des stages d'immersion au sein des établissements scolaires de la région. Donc, et puis, un enseignant stagiaire qui peut effectuer sa recherche-intervention en compagnie d'un expert à l'université. Et donc, on favorise cet échange. On est dans cette logique, dynamique. Et puis, bien sûr, lorsqu'on parle de recherche-intervention et tout, et les recherches-actions par exemple, on est dans la promotion et le renforcement de la recherche scientifique. En ce qui concerne le cas de l'ESEF, ça veut dire l'École supérieure de l'éducation et de la formation de l'Oriental, j'ai également interviewé quelques personnes, par exemple le directeur de l'école et puis le responsable du cycle de licence spécialité langue française. Et puis je me suis rendu compte qu'il y a en fait, d'après les réponses des personnes concernées, qu'il y a des commissions mixtes
ça veut dire des professeurs universitaires et puis des formateurs du CRMF qui travaillent ensemble en vue d'élaborer des syllabus, des modules. Et d'ailleurs, j'ai procédé également par l'observation. J'ai assisté à certaines séances de travail dans lesquelles on discute, on analyse, on scrute, on révise tout court le dispositif de formation, du cycle primaire en particulier. Et puis, on est en train également d'élaborer des polycopiés de cours, des activités de formation, des évaluations. Et là, j'aimerais attirer votre attention sur un point très important, c'est qu'on est en train de travailler beaucoup plus sur la pratique. On veut que la pratique prenne le dessus sur la formation des enseignants, parce que c'est la théorie qui domine, si vous voulez. Et donc, on propose plus de pratique à travers des travaux dirigés, des travaux, on va dire, pratiques, des activités orales, etc. Donc, on est également en train de préparer des MOOC qui vont être intégrés dans la formation des enseignants. Et d'ailleurs, il y a déjà une conférence aujourd'hui qui se tient à Eiffel entre voilà, des experts chevronnés qui sont en train de travailler sur ça. Et voilà, donc je passe à l'étape suivante. Donc, il faut savoir que toutes ces démarches sont en train d'être évaluées, suivies. Il y a des comités de pilotage, on est en train d'élaborer des plans d'action, on rédige des programmes, enfin, pas des rapports plutôt, pour rendre compte de l'avancement du travail. Donc, on est dans la dynamique de la collaboration, la coopération. C'est pour ça, en fait, qu'on parle d'ingénierie coopérative depuis tout à l'heure. Donc, pour couronner le tout, on va dire que jusqu'à présent, on est dans une phase de transition. Ça veut dire qu'on est dans la phase, on va dire, préparation du contenu, réflexion, conception. Donc, jusqu'à présent, il n'y a pas des résultats tangibles et palpables. Donc, ça prend du temps. On va avoir les résultats à long terme, bien entendu. Et donc, les partenariats qui sont tant préconisés par les décideurs et les textes officiels, certes, ne sont pas une panacée qui va sonner le glas des défaillances du dispositif de formation. Et donc, sans être volubile, je passe directement, je conclue mon intervention par deux questions critiques. Donc, quel serait le sort des lauréats des cycles de licence en éducation qui ne veulent pas devenir enseignants ni poursuivre leurs études supérieures au master? Donc, comment exploiter leurs compétences, peut-être dans un autre domaine, ou même dans le même domaine, mais autrement. Et puis, comment mettre en symbiose les profils d'entrée au CRMF? Comme vous le savez, il y a des profils d'entrée, deux profils d'entrée différents. Ceux qui ont des licences professionnelles, d'autres qui ont des profils, enfin des licences fondamentales. Donc, comment égaliser la formation? Comment combler les lacunes? Voilà. Donc, je vous remercie de votre attention et voilà. Merci mademoiselle Zdeka, premièrement d'avoir respecté le temps alloué à la communication et pour la qualité de votre intervention. Donc certainement on revient à une thématique très intéressante qui est la formation des enseignants, et je pense avec l'ensemble des changements qu'on est en train de vivre actuellement, repenser la formation des enseignants, il commence à être en fait une nécessité à travers l'ingénierie coopérative qui cherche en fait à garantir l'alliance entre la recherche et le terrain. Je pense qu'elle reste une piste comme d'autres pour repenser cette formation. Donc, merci pour la présentation. Et sans trop tarder, je passe la parole à M. Benteibi Rachid, qui va intervenir par une communication qui porte le titre de pédagogie coopérative au préscolaire entre théorie et expérimentation. Donc, on reste le coopératif de toutes les façons, entre l'ingénierie et la pédagogie. À vous la parole, vous avez 15 minutes, M. Benteibi, pour présenter votre communication. Bien, merci Madame la Présidente, chers collègues.
étudiants. Je suis très heureux d'être ici avec vous, de partager une petite expérience de terrain, mais aussi théorique, sur un petit peu, comme l'a bien dit le professeur Haji, c'est reposer un petit peu la formation, mais aussi la pratique d'enseignante au niveau, non seulement au niveau du primaire, mais aussi universitaire, mais aussi dans un nouveau créneau, c'est du préscolaire. Vous l'avez bien dit, et vous le savez maintenant, il y a une importance, très grande importance qui est accordée au domaine du préscolaire. C'est l'axe, c'est là où vraiment, c'est le fondement de l'éducation, c'est le fondement de l'enseignement, et c'est là où il faut vraiment travailler pour un petit peu développer cette personnalité d'enfant qui est capable, bien sûr, qui est mûr, mais qui est capable de s'épanouir, mais aussi de pouvoir un petit peu voir l'avenir avec un œil aussi positif, mais aussi d'avoir un enseignement de qualité. Alors, mon intervention s'intitule Pédagogie coopérative au préscolaire entre théorie et expérimentation. Et effectivement, de nos jours, nous assistons de plus en plus dans le monde de l'éducation à des traversées par des nouvelles pédagogies, des nouvelles approches, mais aussi de nouvelles façons de faire. Et effectivement, ces nouvelles approches, ces nouvelles pédagogies nécessitent un petit peu une connaissance de ces pédagogies, une maîtrise de ces pédagogies, mais aussi comment les appliquer sur le terrain. Et effectivement, parmi ces pédagogies, nous assistons à la pédagogie coopérative. Effectivement, c'est une pédagogie qui est innovante, c'est une pédagogie qui est maintenant de plus en plus utilisée au niveau peut-être supérieur, mais pas au niveau du préscolaire. Et c'est ça où, effectivement, elle offre aux éducateurs, mais aussi aux enseignants. Je vais parler beaucoup d'éducateurs. Pourquoi? Parce que nous sommes dans le domaine du préscolaire et effectivement, on parle d'éducation plus que d'enseignement qui est orienté et guidé. Et bien sûr, elle leur donne un large chemin d'approche, de démarche, de nouvelles méthodes qui constituent un point de rencontre, mais aussi une approche pour des références pour les études antérieures. Alors, on sait pertinemment qu'à plusieurs, on apprend vite et on apprend mieux. On sait pertinemment que la base du socio-constructivisme, c'est quoi? C'est l'apprentissage avec les pairs, entre les pairs. Mais aussi, on sait pertinemment qu'il faut développer cette intelligence collective, surtout au niveau du préscolaire, au niveau des enfants, pour pouvoir un petit peu appréhender, comprendre, mais aussi susciter la créativité, aussi encourager la prise d'expression, de la communication et d'autres compétences aussi au niveau cognitif, au niveau conatif, au niveau émotionnel, mais aussi au niveau social. Et effectivement, la pédagogie coopérative constitue vraiment un atout extraordinaire pour ceci. Alors, bien sûr, certains chercheurs la qualifient d'une vraie innovation pédagogique, d'autres la considèrent comme une pédagogie comme d'autres. Mais l'essentiel, c'est qu'à travers la pratique, nous allons voir effectivement que c'est une pédagogie qui peut apporter beaucoup, notamment au niveau du préscolaire, au niveau de la construction de la personnalité de l'enfant. Alors, moi, je voudrais vite partir directement, c'est que pour les éducatrices, s'engager dans une approche pédagogique coopérative, c'est construire une pratique professionnelle moins empirique, plus efficace, mais aussi plus réaliste. Pourquoi? Parce que elle engage les éducatrices à réfléchir sur leur propre pratique pédagogique en classe et aussi de les adapter en fonction du but des apprentissages. Alors, pourquoi j'ai essayé un petit peu d'adapter cette pédagogie coopérative au niveau du préscolaire? Alors, le constat, il est là, il est clair. Premièrement, au niveau du préscolaire, dans la majorité des pratiques, parce qu'on va parler un petit peu d'autre part sur la pratique sur le terrain, sur l'étude que je suis en train de mener sur le terrain, c'est que les apprentissages et les programmes sont centrés sur les aspects cognitifs, d'accord, sur les apprentissages fondamentaux, peut-être initiation à la lecture, initiation à l'écriture ou au calcul, sans se soucier sur considérer suffisamment les aspects de développement, notamment dans le domaine cognitif, conatif, mais aussi émotionnel et bien sûr social. Autre chose, c'est la méconnaissance ou la mauvaise pratique de la pédagogie coopérative. Nous assistons parfois à une confusion chez les éducatrices et les éducateurs, même chez les enseignants, sur ce que ça va dire pédagogie coopérative.
Et peut-être là, on peut trouver la réponse effectivement sur la qualité de la formation de base qui leur a été donnée, ou effectivement ceux qui travaillent au niveau du préscolaire, ce sont des gens qui n'ont pas de, je ne vais pas dire, ils ont de l'expérience, peut-être qu'ils n'ont pas de qualification qui leur permettent un petit peu de mieux maîtriser cette pédagogie. Alors aussi, nous avons des pratiques pédagogiques qui sont classiques. Alors, on ne fait pas la différence entre préscolaire et primaire et d'autres niveaux. Ça veut dire que les apprentissages sont centrés sur quoi? Sur la transmission du savoir, d'accord? Sans autant prendre les différences, mais la différenciation, mais aussi le rythme des enfants. Mais aussi maintenant tout ce que ça pose avec les déficiences ou les dysfonctionnements auxquels ils sont confrontés. Mais aussi, nous avons non-adaptation du contenu de façon à les encaisser à ce qui se passe vraiment au niveau du terrain. Alors, je vais essayer de parler au début, juste, c'est qu'au niveau de l'éducation préscolaire, nous voulons favoriser le développement social et émotionnel, favoriser l'apprentissage créatif, développer la compétence académique, encourager l'apprentissage autonome. Le préscolaire, c'est une phase qui est importante pour préparer l'enfant au primaire. Et c'est pas un enfant qui est dans le primaire, et ça, je voulais le mentionner. Aussi, on va parler aussi qu'il y a 6 compétences de base qui sont développées au niveau du préscolaire, notamment qui ont été maintenant érigées, mais aussi consacrées par le nouveau guide pédagogique du préscolaire de 2019, notamment la découverte de soi, l'organisation de la pensée, le développement du comportement sensoriel, le développement du niveau artistique, aussi valeurs et règles de vie communication et d'expression orale, mais aussi linguistique. Alors maintenant, ce qu'il faut faire, c'est qu'effectivement, l'implication des enfants, elle est importante. Pourquoi? Ce sont des co-auteurs, mais ce sont aussi des coproducteurs du savoir. Vous allez me dire qu'effectivement, ils sont dans un âge qui n'est pas mûr, mais aussi, vous savez que maintenant, avec les nouvelles technologies, avec toute l'ouverture à laquelle ils sont confrontés les enfants tous les jours, effectivement, ils sont plus mûrs dans un âge qui est... Alors, même maintenant, si on prend les grandes théories, si Piaget était présent avec nous aujourd'hui, et il a vu ce qui se passe au niveau avec l'utilisation des iPads et des smartphones, des nouvelles technologies, peut-être qu'il va développer davantage sa théorie, et ça, c'est important. Alors, juste pour éclairer et bien sûr clarifier la notion de coopération, quand on parle de coopération, on ne parle pas seulement d'un regroupement des enfants, on ne parle pas seulement d'un travail en collectif, on ne travaille pas seulement sur un travail individuel qui a pour vocation apprendre quelque chose. Quand on parle un petit peu de la coopération, c'est plus qu'être physiquement plus près de ses pairs, de parler, de coopérer, d'exercer donc des rôles différents, complémentaires, s'opposer, élaborer des stratégies pour viser un but, un effort commun. Effectivement, c'est d'investir davantage dans des ateliers coopératifs, stimulants, où il y a un petit peu l'échange et bien sûr l'interaction. Alors immédiatement, si vous permettez, je voudrais partir dans la deuxième partie. Je sais pertinemment que Madame la Présidente, le temps qui m'a parti très effectivement. Alors la deuxième partie, je vais partir directement sur l'approche méthodologique. Alors sur le terrain, effectivement, il fallait que j'expérimente ce travail. Et effectivement, on a choisi dans un consortium des éducatrices, j'ai choisi 20 éducatrices qui travaillent dans le domaine du préscolaire au niveau privé, mais aussi au niveau public. Et effectivement, lorsqu'on parle du préscolaire, on parle des 4 niveaux, que ce soit au niveau des missions, que ce soit au niveau des privés, au privé, ou que ce soit le privé à bon marché. Et effectivement, bien sûr, avant de travailler avec elles, on leur a distribué, on a fait, bien sûr, on s'est entretenu avec des entretiens semi-structurés. L'essentiel ou l'objectif de ces entretiens en amont, mais aussi en aval, c'est de connaître un petit peu c'est quoi leur perception de cette pédagogie coopérative, comment elle l'applique, est-ce qu'il y a une confusion et comment ils vraiment réussissent à la mettre en place. Alors, les résultats, effectivement, du premier entretien, nous avons relevé premièrement une méconnaissance de la pédagogie de l'apprentissage coopératif et confusion avec d'autres pédagogies. Deuxièmement, pratique pédagogique classique axée sur la transmission du savoir. Et aussi nécessite beaucoup la majorité, ils ont dit que ça nécessite beaucoup de temps, beaucoup d'efforts, et effectivement, ils sont dans une logique d'assurer un cours et non pas d'investir dans l'éveil, mais aussi dans la coopération. Alors, résultat du deuxième
objectif. L'objectif du deuxième entretien était de comprendre si les éducatrices ont commencé à maîtriser et à prendre conscience des bénéfices de cette pédagogie. J'ai formé les 20 éducatrices pendant 2 mois sur la pédagogie coopérative. Et effectivement, c'était quoi l'objectif? L'objectif, premièrement, c'est en termes de pédagogie coopérative, c'est d'améliorer la maîtrise de cette pédagogie. Deuxièmement, en termes de pratique professionnelle, c'est construire une pratique professionnelle moins empirique, mais aussi individuelle et individualisée. Aussi, c'est le renforcement des capacités avec, bien sûr, l'actualisation des connaissances, des compétences, mais aussi favoriser un climat de coopération. Alors, ce qui est sorti au niveau après la formation, après l'avoir discuté, ce qui est sorti, c'est qu'effectivement, il y a une meilleure connaissance de la pédagogie de l'apprentissage coopératif. Alors, on a eu la pratique de pédagogie coopérative axée sur l'apprenant, en prenant en compte la différenciation et le rythme des enfants. Vraiment, il y a une conscience. Troisièmement, c'est meilleure adaptation des contenus au contexte de la classe après avoir aménagé les conditions de travail. Je ne vous cache pas que j'ai trouvé des classes où on travaillait comme si on était au primaire, comme si on ne prenait pas en considération ni le rythme des enfants, ni les différenciations, absolument pas. Nous avons la création d'un climat qui est plus ou moins favorable, mais aussi l'encouragement des enfants à participer et être plus impliqués. Alors, deuxième travail sur lequel nous avons fait, sur lequel nous avons focalisé le travail, c'est que j'ai choisi des éducatrices qui ont vraiment été les meilleures et on leur a donné la possibilité de concrétiser leurs connaissances et leur savoir au niveau pratique. Les compétences d'ordre méthodologique, se donner des méthodes de travail efficaces, exploiter les technologies de l'information et de la communication, les compétences d'ordre personnel et social, actualiser son potentiel et coopérer. On revient à l'aspect justement collaboratif de la chose. Et puis les compétences d'ordre de la communication, comment communiquer de façon appropriée. Je m'arrêterai plutôt sur cette catégorie de compétences et qui est essentielle à la diffusion de connaissances, à l'échange de points de vue, à la confrontation d'idées et à l'argumentation touchant des choix et des opinions. C'est une compétence sollicitée pour permettre le partage de pensées, de sentiments, d'émotions, d'intuitions, de perceptions et de valeurs. Elle constitue par ailleurs une voie privilégiée pour exprimer sa vision du monde et affirmer son identité personnelle, sociale et culturelle. Le choix de cette catégorie de compétences se justifie encore une fois par son caractère essentiel dans toute relation humaine et toute circonstance de la vie. L'individu a constamment besoin de s'exprimer, d'émettre son opinion, de parler de son ressenti, de le partager avec son entourage et d'adopter un langage adéquat au contexte. Venons donc au jeu dramatique, qu'est-ce qu'il fait ici? Alors par le biais du jeu dramatique justement, les compétences associées à la communication sont mises en avant sans que le participant ou l'étudiant sente qu'il est réellement dans une situation d'apprentissage. Pourquoi? Parce que le jeu et l'amusement y sont privilégiés. Cependant, quand on entend par jeu dramatique, et à ne pas confondre, je souligne avec le théâtre, pratique collective rassemblant un groupe de joueurs et non d'acteurs qui improvisent collectivement selon un thème choisi d'avance ou précisé par la situation, qui vise autant à faire prendre conscience aux participants des mécanismes fondamentaux du théâtre. Donc là, nous avons la notion de groupe et de l'improvisation qui constituent des éléments fondamentaux. On rajoute un autre élément, le jeu dramatique, c'est ce mélange savamment dosé entre le geste et le mot, l'expression corporelle et l'expression orale. Je vais aller vers ces principales techniques, les principales techniques du jeu dramatique qui sont l'expression corporelle, le mime, la relaxation et l'expression orale. Maintenant, en quoi réside sa force? Alors le jeu dramatique, d'abord, il nous permet de s'éloigner du texte. On ne part pas de quelque chose, on va dire, ou là d'un texte qui est prêt. S'éloigner du texte existant. On trouve généralement dans les pièces soit des rôles principaux, soit un manque de personnages féminins et d'autres contraintes. Alors dans le jeu dramatique, nous sommes dans l'invention collective de textes et alors donc nous sommes dans des improvisations qui sont faites à partir d'un canevas. Il s'agit d'une action dramatique simple. Il s'agit d'un jeu collectif au cours duquel les joueurs inventent par petits groupes un projet de jeu, le mettent à l'épreuve en improvisant sous le regard des autres. Par la suite, ils font le bilan de leur expérience pour continuer le travail. Là, on se place dans une autre forme de l'évaluation, à savoir l'auto-évaluation. J'ai des étudiantes qui sont en train de me faire un sourire parce qu'elles sont en train de se reconnaître. On a vécu cette expérience. Alors, là, le troisième élément, la prise de risque et la liberté d'expression. Le jeu dramatique permet la prise de risque inhérente à l'acte
Il affirme le droit à l'expression et à la liberté d'expression de l'étudiant, qui, parce qu'il est libre d'agir, de dire et d'inventer, il déploie ses forces pour atteindre son but, allant jusqu'à faire des efforts qu'il ne fait qu'avec difficulté lorsqu'il s'agit d'un travail demandé par le professeur. Donc lorsque c'est lui qui initie le travail, il le fait agréablement, dans la bonne humeur et dans la joie, mais des fois lorsque c'est demandé par le professeur, on a une énergie qui est autre. Ensuite, l'autre élément, l'individu et le collectif, c'est une activité qui refuse la solitude du monde moderne, qui la combat et qui affirme l'importance de la confrontation aux autres imaginaires, un lieu où la pensée personnelle s'expose au collectif. Ça, c'est très important. En tant qu'enseignant, on remarque souvent que les étudiants ont du mal à travailler en groupe. Tous les groupes qui travaillent à partir de 3 personnes ou 4 personnes, on se retrouve en milieu de parcours avec un groupe qui va dégénérer ou alors un travail qui ne va pas continuer. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on n'a pas pris l'habitude de s'investir dedans. Et par la suite, quand on est dans le monde de l'entreprise, forcément, on a du mal justement à monter des projets en groupe. Remise en question des savoirs et certitudes. Dans le jeu dramatique, les étudiants apprennent qu'on peut penser autrement qu'on pense et percevoir autrement qu'on voit, comme l'énonçait Foucault dans l'usage des plaisirs. Et puis, urgence et nécessité, l'étudiant donne une forme à ce qui est important pour lui, s'engage et devient responsable de son projet d'expression au fur et à mesure de son évolution. Et le dernier point, c'est les spectacles et les présentations. Et c'est là la différence avec le théâtre. Le jeu dramatique se différencie du théâtre dans la mesure où il exclut tout jugement de valeur artistique. Le jeu dramatique refuse la compétition puisqu'il privilégie le travail sur le processus à l'œuvre dans le parcours que la valeur artistique du produit fini. On s'en fout complètement si le tableau artistique est bien fait techniquement, esthétiquement, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est tout le processus qui est fait avant. Alors maintenant, la grande question qui se pose, c'est au niveau de l'évaluation de ces compétences transversales ou de ces soft skills, parce que finalement, dans les hard skills, on peut, on va dire, évaluer d'une façon qui est facile parce qu'on a déjà du travail qui a été fait derrière. Maintenant, on parle de confiance en soi, on parle de la créativité, on parle de ce sens social. Comment rendre ça palpable et pouvoir l'observer justement et l'évaluer? Je partage donc avec vous très rapidement la présente grille. Très bien. Je partage avec vous la présente grille d'observation et d'évaluation développée dans le cadre on va dire, d'une longue recherche. C'est une grille qui englobe l'ensemble des compétences transversales. Ça, c'est une partie qui porte sur l'aspect de la communication. Maintenant, ce qui était très très bien justement pendant la recherche et l'élaboration de ce travail, c'est qu'on a essayé de prendre chaque compétence, de la traduire en sous-compétences et traduire ça en comportement observable. Et puis traduire ça en termes d'activité théâtrale, c'est-à-dire tel exercice va me donner tel comportement est relatif à cette catégorie de compétences. Je vais aller directement vers la conclusion. Il y a beaucoup d'exercices qui sont en harmonie totale avec ces compétences. C'est dommage qu'on n'a pas assez de temps. En guise de conclusion, je vais faire passer ça. Alors, la formation des formateurs est une clé vers le succès du développement des compétences transversales chez les étudiants. Parce que c'est un module ou un contenu qui demande un savoir-faire et surtout un savoir-être d'abord. Et puis, c'est un type de module qui exige un grand investissement de la part de l'enseignant, essentiellement sur le plan émotionnel et préparation des cours accompagnés de l'observation et de l'évaluation. Les soft skills, moi je le dis toujours, c'est avant tout un état d'esprit et une philosophie de vie qui se traduit en comportement observable dès que le professeur arrive en salle de cours. Il s'agit tout simplement d'un sourire accueillant, d'un contenu préparé avec beaucoup d'amour pour les étudiants, une écoute active et donc forcément une passion pour le métier d'enseigner. Il me paraît également nécessaire de s'ouvrir sur les différentes expressions artistiques pour développer les compétences transversales des étudiants, faire appel à des chercheurs dans ce sens, orienter dans les sciences de l'éducation la recherche vers l'éducation artistique. Notons qu'en intégrant l'art sous ses différentes formes pour développer les compétences transversales, nous serons en train d'agir sur 2 volets. D'abord, le rapport de l'étudiant à l'université ou à son établissement. Ce n'est plus simplement un lieu où il va apprendre, mais c'est également un lieu où il va se sentir grandir et développer des compétences. Ça, c'est très important. Et puis, pour finir, pour moi, il est également du devoir de l'université d'éduquer un citoyen capable d'aimer l'autre, de savourer un moment musical, de contempler une œuvre d'art, de respecter le choix de l'autre, de partager sa richesse intellectuelle et de faire de l'art un outil de pensée et de libération. Merci pour vous. Merci, professeur Khalil, pour cette présentation.
les trois communications, malgré en fait, la différence au niveau du sujet qu'ils traitent, donc elles se recoupent sur quelques aspects. Donc l'aspect de la formation des intervenants, la formation des enseignants, la formation des éducateurs, la formation des formateurs. Et revient aussi, c'est pour tracer aujourd'hui cette question de la coopération, la pédagogie coopérative, l'ingénierie coopérative, en fait le jeu dramatique comme un espace qui permet aux étudiants de faire ensemble, de penser ensemble, de réagir ensemble. Et je pense que c'est le moment, je pense que pour nous tous aujourd'hui, de revenir repenser comment on peut faire ensemble. Et je pense que cette question, donc, elle reflète l'image de Dieu en chacun de nous. Lorsqu'on va y aller vers l'autre, l'aimer, en fait l'accepter, l'écouter. Sans trop tarder, je passe la parole avec joie à ma très chère collègue Madame Sana Al-Boukhawi, qui va en fait présenter une communication sur les méthodes d'équation structurelle dans la recherche en management éducatif, état des lieux et perspectives. Et je tiens à remercier Mme Boukhawi d'avoir pensé à faire une telle présentation à l'auditoire, parce qu'aujourd'hui, l'équation structurelle est parmi les méthodes innovantes. Et moi, j'ai toujours en fait la consacrée comme une méthode magique. Il y a M. qui est en train de regarder. Parce que pour moi, c'est l'équation structurelle comme une méthode qui était inventée. Donc, je suis en train de parler le temps que Mme Boukhawi branche son ordinateur. Comme une méthode qui était inventée au premier lieu en sociologie américaine et par la suite dans les sciences de gestion. Aussi, la psychologie, il a essayé de revenir pour pratiquer les méthodes d'équation structurelle, comme des méthodes aujourd'hui qui nous aident à dépasser ce qui ne marche pas lorsqu'on fait recours à la régression traditionnelle. Je pense. Voilà. Donc, à vous la parole, Madame Boukhawi. Vous avez 15 minutes pour présenter votre communication. Merci Madame la Présidente. Vous avez très bien résumé le contenu de ma présentation. Donc, bonjour tout le monde, cher Monsieur le Doyen, chers collègues, chers étudiants ici présents, chers doctorants. C'est une immense joie d'être parmi vous aujourd'hui pour justement présenter les résultats d'une étude empirique qui a été faite avec mes collègues Oussad Khalid Imami, bien sûr que vous connaissez puisqu'il est de la maison, et Seda Latifa Al-Alawi, qui, elle aussi, on peut considérer qu'elle est de la maison, hein, depuis le temps, elle est avec nous, elle nous accompagne sur pas mal de projets, elle est présente parmi nous. Donc, l'intitulé de cette communication est les méthodes d'équation structurelle dans la recherche en management éducatif, avec un état de lieu et des perspectives éventuellement suite aux différents résultats qu'on va essayer de restituer. Alors, la présentation va être scindée en plusieurs points. Je vais essayer de mettre ici, juste en face des statistiques, parce que je ne les ai pas tous en tête. Donc, je vais rapidement un petit peu dresser le contexte et les objectifs de cette recherche-là. La méthodologie qui a été adoptée pour justement aboutir aux différents résultats et les principaux résultats. Puis, dans une deuxième partie, si vous voulez, on va parler un petit peu des modèles d'équation structurelle, ou les SEM, comme c'est connu dans les recherches à l'international. Et puis, pour finir, on dressera quelques limites et perspectives de recherche. Alors, rapidement, sans trop tarder, l'idée de cette communication était justement, ou de cette étude empirique, était justement de dresser un état des lieux de ce qui se fait ici, à la FSE, au niveau du management éducatif, et de le positionner par rapport à ce qui se fait ailleurs. Alors, vous savez très bien que la recherche n'a pas de frontières, n'a pas de limites, c'est international. À un moment donné, à chaque fois, Monsieur le Doyen nous incite justement à aller vers la recherche, à publier, à contribuer à des revues indexées. Mais aujourd'hui, il y a des normes, il y a
des règles, il y a un certain nombre de contraintes, si vous voulez, ou en tout cas c'est des normes, hein, qu'on le veuille ou non, donc justement à respecter afin de pouvoir justement publier dans des revues indexées internationales de rang 1, de rang 2, rang 3 éventuellement. Alors l'objectif de cette recherche-là, c'est d'abord de positionner ce qui se fait ici en management ou ce qui s'est fait ici à la FSE entre 2018 et 2022. Donc on a pris 5 années, hein, le laps de temps qui a été exploité. Donc dresser cet état des lieux et de voir le positionnement des méthodes d'équation structurelle par rapport aux différentes publications. Alors, je dresse rapidement un topo sur la méthodologie. Donc, la période d'étude, c'était les 5 dernières années, de 2018 à 2022. La portée de l'étude, elle a spécifié un seul axe des sciences de l'éducation, c'est-à-dire on s'est focalisé sur les thèses qui ont été publiées entre 2018 et 2022, ici à la FSE, sur le management éducatif. Alors, au total, il s'agit de 70 thèses. Donc, avant de continuer, je tiens véritablement à remercier mes étudiants du Master Management et Leadership éducatif qui nous ont véritablement aidés, justement, et qui ont passé des journées à la bibliothèque pour un petit peu passer en revue les différentes thèses. Et donc, plusieurs critères ont été choisis. Donc, au total, 7 critères. La spécialité ou sous-spécialité du management éducatif, le positionnement épistémologique, la logique de raisonnement, la zone géographique, c'est-à-dire la portée de l'échantillon, les méthodes de collecte de données, méthodes d'analyse de données et les outils de traitement statistique. Donc, je vais présenter juste après les différents résultats et à partir de là, on va aller vers le positionnement des modèles d'équation structurelle et voir s'il est mobilisé ou pas, ou en tout cas à quel degré il est mobilisé dans nos publications, plus exactement dans nos thèses qui sont soutenues ici à la FSE. Alors les principaux résultats rapidement, je ne vais pas trop tarder. Donc dans le management éducatif, entre 2018 et 2022, c'est-à-dire sur un laps de temps de 5 années, donc en management général, il y a eu 47 thèses sur 70 qui ont été publiées. 15 thèses plutôt en RH, 6 thèses en communication et les autres, c'est assez transversal en management éducatif, c'est-à-dire on est sur 26 thèses, que ce soit sur la RSE, sur le KM ou sur d'autres, même sur la stratégie, sur les finances ou d'autres éléments en relation avec le management éducatif. Paradigme épistémologique, alors là, on ne déroge pas à la règle. Donc, assez classiquement, nous sommes sur 39 thèses quand même, pratiquement plus que la moitié en paradigme positiviste, c'est assez classique. Donc là, on est véritablement dans la même longueur d'onde de ce qui se passe ailleurs, c'est-à-dire que ce soit au Maroc ou même à l'international. Paradigme interprétativiste avec une montée assez intéressante, on est sur 19 thèses. Constructiviste, mais ça c'est le terrain qui est un petit peu difficile, hein. On est sur des recherches-actions, on est sur 11 thèses, c'est pas mal du tout, hein. On peut toujours aller dans ce sens-là. Et non précisé, donc c'est des thèses qui ont été soutenues, mais dont le paradigme n'a pas été déterminé. C'est-à-dire que le doctorant ou la doctorante ne sait pas, en tout cas il n'a pas déclaré clairement son positionnement, donc nous on ne l'a pas déduit, hein, tout simplement. Alors, le raisonnement adopté, donc on rejoint un petit peu ce qui a été présenté dans la logique de raisonnement. Donc, la déduction, ça va de soi avec le positivisme, hein, c'est des corollaires. La logique déductive ou l'hypothético-déductif, on est sur la moitié, 33 thèses. L'induction, 23 thèses. L'abduction, hein, c'est des allers-retours entre l'induction et la déduction, on est sur 12 thèses. Et là aussi, 14 thèses, ou en tout cas, 14 travaux n'ont pas déclaré clairement quelle logique de raisonnement ont-ils adopté pour asseoir justement leurs résultats. La zone géographique, donc Rabat-Salé, c'est en tête de liste, on est sur la moitié. C'est un peu normal, nous sommes à Rabat, hein, donc la plupart s'orientent vers ce terrain de recherche. Casablanca, c'est en deuxième rang, hein, c'est à côté, c'est 14, puis après vous avez ici 7,
Tanger, Fès, Marrakech, ainsi de suite, ou non précisé malheureusement. Alors déjà sur cette question de non précisé, moi je tiens à souligner que ça c'est des critères qui sont hyper importants pour justement, qui permettent de, enfin c'est des critères qui renvoient la qualité quand même des travaux. Donc ça serait bien si parmi nous il y a des doctorants, ça c'est très intéressant de positionner, hein, de marquer son positionnement épistémologique, de bien décrire son échantillon, sa logique de raisonnement, parce que c'est des choses, néanmoins, c'est la base, donc il n'y a pas d'excuse, je veux dire. Alors les méthodes de collecte de données, ça c'est ce qui nous intéresse aussi. On est sur pratiquement 56% d'études mixtes, c'est-à-dire qu'on va mixer entre le quali et le quanti. Parfois on commence par le quali, un quali exploratoire, par la suite il s'ensuit un quanti, si vous voulez, d'approfondissement des résultats quantitatifs, ou l'inverse. On commence par un quanti et par la suite on essaie de compléter, hein, quand les résultats sont un petit peu surprenants en tout cas ou aberrants, on essaie de compléter avec un quali. Alors 56% c'est du mix. Par la suite vous avez 33% c'est du quali, un petit peu de quanti. Alors le quanti, je comprends un petit peu le souci des doctorants, c'est parce que c'est un petit peu difficile. Et justement, l'objectif, hein, de cette recherche-là, c'est de mettre en avant la méthode des équations structurelles qui devrait absolument être mobilisée dans les thèses et même dans les recherches, les publications, même pour nous en tant que chercheurs, enseignants-chercheurs, parce qu'aujourd'hui c'est devenu une nécessité pour justement publier dans des revues internationales indexées, rang 1, rang 2, etc. Alors, les méthodes quali, hein, rapidement, vous avez des entretiens semi-directifs à la tête, en tête de liste, suivis par la suite d'autres éléments, l'analyse documentaire complémentaire. Parfois, c'est pas précisé, hein, 19 thèses, c'est pas précisé, c'est quand même assez, hein, on se demande parfois pourquoi c'est pas précisé, etc. L'entretien tout court, sans dire pour autant si c'est directif ou pas, ça c'est 23 thèses. Alors, sur les méthodes quanti, on reste surtout sur les statistiques de première génération, avec 19 thèses quand même. Là, c'est véritablement très difficile, hein, quand même de comprendre ce qui se passe derrière, puisque vous avez sur 70 thèses, 54 thèses où c'est pas mentionné quel type d'analyse on a mobilisé. Hein, ça, c'est le professeur Belmouden peut-être va le confirmer, mais c'est quand on fait du quanti, c'est du solide, hein, c'est dans la même longueur d'onde que ce qu'avait dit le professeur Khalil Meriem, on est dans le jeu. Mais ici, le jeu, il est moins drôle. Il est artistique, mais moins drôle. Parce qu'on va jouer avec les chiffres, avec les statistiques, avec les mathématiques, mais véritablement, c'est artistique. Et ça, c'est ce qu'on va essayer de découvrir. Moi, j'ai une seule idée à faire, au-delà de l'état des lieux, j'ai une seule idée à faire, à transmettre aujourd'hui. Vous allez la découvrir rapidement. C'est cette question, hein, qui est derrière les équations structurelles. Et ça va faire, véritablement, ça va apporter une vraie valeur ajoutée à nos publications au sein de la FSE. Alors, rapidement, je ne tarde pas. Alors, je reviens ici. Alors, sur les équations structurelles, il n'y a que 4 thèses sur 70 qui ont mobilisé les équations structurelles. Ah, ça c'est quand on est vraiment très loin de ce qui se passe ailleurs. Que ce soit dans d'autres disciplines, hein, des sciences sociales de manière générale, en sciences de gestion, en sciences économiques, etc. Et puis, on est très loin de ce qui se passe en dehors du Maroc. Encore une fois, la recherche n'a pas de frontières. 4 thèses, ça c'est très peu. Alors l'idée aujourd'hui, c'était de dire, là, il faut arrêter, il va falloir un petit peu aller dépasser les statistiques de première génération et aller vers les statistiques de deuxième génération, parce que c'est ça ce qui va nous permettre, hein, je parle de tout le monde, y compris moi, c'est ça ce qui va nous permettre de publier à l'international lorsqu'on fait du quanti.
Alors, rapidement sur les logiciels, ça va de soi, on est sur autre, hein, c'est pas précisé. Quels logiciels ont été mobilisés, ni pourquoi, ni quoi que ce soit. SPSS, c'est normal parce qu'on est sur les statistiques de première génération. Et puis, vous avez seulement Amos qui a été, et PLS, c'est les deux logiciels, avec l'Israël, c'est 0. Alors ça, c'est les 3 logiciels qui sont mobilisés pour les équations structurelles. Alors vous allez me dire, mais finalement, c'est quoi les équations structurelles pour les personnes qui ne connaissent pas? C'est des statistiques de 2e génération qui permettent justement d'approfondir l'apport ou en tout cas les contributions statistiques de SPSS. Hein. Classiquement, tout le monde utilise SPSS, mais aujourd'hui, SPSS n'est plus suffisant. Alors, je prends par exemple le cas de Amos. Amos, c'est l'extension de SPSS. Alors, ils permettent, qu'est-ce qu'ils permettent ce type de méthode d'équation structurelle. Là, c'était juste pour rappeler un petit peu le quanti, donc je passe. Alors, les méthodes d'équation structurelle, ils divisent les analyses à faire en 2 parties. On a ce qu'on appelle les analyses factorielles confirmatoires, hein, qui permettent un petit peu de confirmer, de revenir sur les outputs des SPSS, c'est très bien, et de dresser un petit peu des échelles de mesure qui sont tout à fait robustes, clean, avec des qualités psychométriques impeccables. Ça, c'est très bien. Donc ça, c'est le premier point, c'est le modèle de mesure. Et par la suite, nous avons le modèle structurel. Et c'est là le véritable, pour moi, ça, c'est le véritable apport des équations structurelles. Alors, classiquement, lorsqu'on est en train de tester un modèle théorique au niveau statistique, on prend hypothèse par hypothèse. On prend relation par relation. Hein. Classiquement, une variable à expliquer sur une variable explicative. Alors, les équations structurelles permettent de tester le modèle en entier. Et ça, c'est très bien. Parce qu'on rentre le modèle en entier, l'ensemble si vous voulez, l'ensemble des relations, vous en avez 20, 30, 40. Tout ça, on le fait sur la machine. Alors, je vous épargne ce qui se passe derrière parce que là, c'est une batterie de tests, beaucoup d'indices. Hein. Vous avez des indices d'ajustement absolu, incrémentaux, de parcimonie. Vous avez les GFI, AGFI, RMSOA. Ça, ils doivent être impeccables, NFI, CFI. Et le Q2 par degré de liberté, c'est ça ce qui permet de voir est-ce que votre modèle issu de la théorie est adéquat avec le terrain. Et ça, c'est très important. Alors, ça, c'est le premier point, c'est qu'on fait rentrer toutes les relations et l'ensemble du modèle dans la machine et on le teste. Bien sûr, nous avons des indices et des feuilles à recommander. Et par la suite, on spécifie, on respécifie, on interprète. Alors là où c'est véritablement, on a un véritable apport, c'est que dans cette respécification, il y a 2 choses. Le logiciel va vous permettre de nettoyer ce qui est issu de la théorie. Ça, cette hypothèse, elle est validée, celle-ci, elle n'est pas validée. Donc, on ne garde que ce qui est validé, que ce qui est accepté. Exactement. Mais là où véritablement il y a une valeur ajoutée, c'est que le logiciel, il vous propose des relations qui ne figurent pas dans la théorie. Il vous dit X ou XY semble avoir un impact sur Y. Mais ça, c'est la machine. Mais c'est à nous d'interpréter. Et parfois, et souvent, justement dans cette interprétation, bingo. C'est la véritable valeur ajoutée qui n'existait pas dans la théorie, que le logiciel m'a proposé et qui a une véritable interprétation scientifique. Et c'est là, hein, c'est ça ce qu'on cherche dans les revues indexées internationales. Qu'est-ce qu'on apporte? L'originalité. Ben, tenez, voilà l'originalité. Et c'est ça, véritablement, c'est pour ça que avec l'équipe, avec mes co-auteurs, on s'est dit, il faut quand même qu'on communique, qu'on partage ça. On a travaillé sur ça pendant plusieurs années. Il faut véritablement qu'on partage ça avec tout le monde pour qu'on puisse vraiment aller dans ce sens-là au sein de la FSE.
Alors, je m'arrête là, je vais pas m'attarder sur le détail de comment ça fonctionne, parce qu'il y a des tests, etc. Mais pour ceux qui sont intéressés par le détail, hein, il y a toujours l'article qui est rédigé que je pourrais partager avec vous. Alors, quelques limites peut-être adressées avant de terminer. Donc là, le nombre de critères, il a été de 7. Ça serait bien de compléter ce qui a été fait jusqu'à présent par une analyse par type de direction, par genre du thésard. Aujourd'hui, hein, la FNEJ, elle publie l'Observatoire des thèses avec le genre des thésards, le genre des encadrants. C'est assez surprenant, surtout lorsqu'on va sur la durée, on regarde un petit peu l'évolution de ces statistiques-là. La durée moyenne de thèse, nos thèses se font sur quelle durée? 3 ans, 4 ans, 5 ans. Est-ce que ça baisse? Est-ce que ça augmente? C'est intéressant d'avoir cette visibilité sur notre production scientifique à la FSE. Les mots-clés, le but principal de la recherche, l'unité d'analyse. Est-ce qu'on est sur des unités plus individuelles, plus institutionnelles, beaucoup plus... Donc il y a différents types de choses à intégrer dans ce type d'analyse. Alors une autre limite, c'est l'analyse simplicité linéaire, parce que jusqu'à présent, ce que j'ai présenté, je l'ai présenté de manière séquentielle et linéaire. Ça serait bien aussi de croiser et par exemple la méthode de recherche avec la posture épistémologique et la logique de raisonnement, et voir ce que ça va donner. La période a été de 2018 à 2022, ça serait bien aussi d'étendre cette période-là, peut-être remonter jusqu'à faire la décennie de 2012-2022 et voir ce qu'il en est, et actualiser chaque année avec les nouvelles publications et voir où est-ce qu'on va. Ça permet aussi d'avoir une visibilité sur notre orientation de recherche au niveau de la FSE. Et le nombre limité des axes étudiés, Madame la Présidente, c'est le dernier point. Donc ça serait aussi bien de répliquer ce travail-là par d'autres collègues, par d'autres chercheurs, sur d'autres axes des sciences de l'éducation, pour voir ce qu'il en est, et pas uniquement sur le management éducatif. Voilà, merci. Chers collègues, donc là, je vais profiter que M. le doyen est avec nous pour en fait piéger Mme Boukhari. Je pense qu'il doit programmer des ateliers, premièrement pour les enseignants, pour les doctorants, donc pour voilà, donc voilà. C'est bon. Donc voilà, donc je pense que ça sera un engagement alors de la part de Mme Boukhari. Oui, c'est bon, c'est bien. Je cherche toujours à vous piéger, ça fait plaisir. Et donc, sans trop tarder, donc, je pense que la présentation de Madame El-Boukhari, donc il a pris en fait une autre dimension par rapport en fait les présentations des trois intervenants, Mademoiselle Zreka, Monsieur Bentébé et Madame Khalil, pour revenir à un aspect très intéressant qui est l'aspect de la méthodologie et le choix méthodologique et les analyses statistiques, que je pense aujourd'hui c'est le moment garantir en fait des recherches de qualité d'un côté et des deux normalement si on veut on vise l'internationalisation de nos produits. Donc le rayonnement de notre établissement ne passe certainement à travers un certain ensemble d'actions, mais passer par la voie de la recherche, par les publications internationales, elle reste en fait quelque chose de très intéressant qu'on doit le repenser. Et je pense que pour rester dans le coopératif, pour rester dans le faire ensemble, je pense qu'aussi aujourd'hui, donc la recherche et le faire ensemble, c'est très intéressant pour donner un autre aspect plus profond et revenir à ce que M. Kriari a mentionné tout à l'heure, être dans une pensée complexe. Voilà, donc je tiens à remercier vivement les intervenants, Mme Zreka, M. Bentébé, Mme Khalil, Mme Boukhari, devant moi, Mme El-Boukhari, et je passe la parole à l'auditoire, si vous avez des questions. Je prends 3 questions et je renouvelle en cas de besoin. Donc j'ouvre la liste. Monsieur. Ok. un deuxième intervenant, Madame Loumari. Un troisième intervenant, Tigini Hassan. Tigini.
être dans l'équité. Ah voilà. Donc pour être équitable, je vais faire de 2. D'accord? Madame Leïla Nouri. Donc, monsieur Jean-Claude, à vous la parole. Bonjour, merci pour tout. Je me présente, je suis professeur des universités émérites à l'université de Lyon 2. Chantez, soyez bienvenus chez nous. Et en particulier en sciences d'éducation. Alors, tous vos exposés, évidemment, ont beaucoup disons, suscité d'émotion, d'intérêt. Alors, je viens de faire 3 conférences au Maroc, là, de suite, mais je vais rester un peu sur cette idée. Je suis en train de faire un bilan de 55 ans d'investissement dans l'éducation. Aujourd'hui, j'en suis à 55 ans. Donc, parmi ce que vous avez dit, vous avez touché des sujets. Alors, évidemment, je ne vais pas m'exposer toutes les remarques que je ferai ou les questions. Une première question sur l'évaluation, sur laquelle j'ai beaucoup travaillé. Et dans un c'est exposé 1, hein, d'accord, il y a un schéma synthétique qui, à ce moment-là, les schémas, ça sert, en principe, c'est une représentation sémiotique qui dit autrement la même chose que le texte et le discours, par exemple. Donc, vous avez mis diagnostic, évaluation en tension. Alors, ma question, elle est simple, c'est quelle est la différence entre diagnostic et évaluation dans votre présentation, alors que, dans ma perspective, diagnostic, c'est une fonction particulière de l'évaluation qui reste dans une globalité. Bon, ça c'est pour la première. Le deuxième exposé, c'était sur... bon, c'est la dimension coopérative, hein, c'est ça, dans le deuxième exposé. Pédagogie coopérative. Voilà, la pédagogie scolaire. Voilà. Donc là, évidemment, beaucoup de choses ont été dites. Des lamentations ont été formulées de façon implicite. C'est la même que je formule depuis des années, c'est l'absence de capitalisation dans le domaine de l'éducation. Hein, on a fait plein. Alors le projet d'archiver les thèses en les organisant par thématique peut constituer une incitation aux professionnels à aller voir ce qui se fait, avec des guides d'orientation. Alors, par rapport à la pédagogie coopérative, là, hein, ou l'innovation, enfin, une question d'innovation. On dit c'est des innovations prometteuses. Mais la pédagogie coopérative, ça fait 100 ans hein, qu'on la pratique. Au 19e siècle, il y a déjà des praticiens, et moi, il y a 50 ans, c'est ce que je pratiquais dans le cadre de la pédagogie Freinet, qui est une pédagogie coopérative. J'ai été un des pionniers en mathématiques au lycée dans les années 70. Le mouvement Freinet existe aussi, hein, la pédagogie de l'école moderne existe aussi au Maroc. Hein, nous avons un groupe. Voilà. Alors ça, c'était... Non, parce que j'ai pas fini. Il faut que je retrouve ce que j'ai... Bon, ça fait rien. Dernière remarque. Pour l'approche de la collègue, là, voilà, je suis statisticien aussi, donc, mais je ne suis pas modèle comme structurel. Hein. Je développe un autre champ qui s'appelle l'analyse statistique applicative, pour lequel j'essaie de promouvoir un colloque, le 12e, qui se tiendrait à Ouarzazate, dans le cadre de l'Alliance française. Je fais une petite publicité, excusez-moi. Mais alors, c'est dans vos... Profitez de votre présence ici pour faire la publicité, ça gêne en rien. C'est vrai. Là, j'ai observé. Bon, j'ai plein de défauts, dont celui de refaire tous les calculs. Donc évidemment, vous avez présenté 70 thèses, qui est la base, le corpus de référence. Et quand on regarde vos tableaux présentés sous la forme de graphiques en bâton avec des nombres, et oui, j'ai fait tous les calculs, c'est toujours plus de 70, c'est 82, c'est 99, c'est... voilà. Alors, ça veut dire que plusieurs objets ont
manifesté, je veux dire, ont été caractérisés par plusieurs modalités, c'est ça. Alors, dernière information, dans vos tableaux synthétiques où vous avez introduit la référence au qui 2, alors il y a marqué seuil critique inférieur à 5. C'est quoi ce 5? C'est ça que je ne comprends pas. Le seuil critique, c'est par rapport c'est par rapport au degré de liberté, c'est par rapport à... Vous voyez, si c'est le degré 1, c'est 3,87. Je commence à les connaître par cœur un peu. Voilà, c'est tout. Merci monsieur Jean-Claude Rodier, c'est ça? J'espère que j'ai bien prénoncé. Donc je passe la parole, donc on laisse les réponses pour après. D'accord? Donc je passe la parole à ma chère collègue, Madame Kantagalomari. Merci, professeur Samira. Chers collègues, je vous remercie infiniment pour vos présentations, vos interventions qui étaient très pertinentes. Par rapport à la question de coopération, que ce soit dans le cadre de l'ingénierie de formation ou bien dans la pédagogie, j'ai juste, c'est pas une question, mais plutôt je partage avec vous une réflexion à voir. Doit-on parler de la coopération ou bien de la collaboration? Cette précision conceptuelle et vraiment pose déjà débat au niveau de la recherche scientifique. Si on va parler des compétences actuellement du XXIe siècle, c'est la compétence collaborative. Et pourquoi? Peut-être parce qu'on cherche à faire la distinction entre le fait que chaque personne réalise une partie de la tâche, ou bien que chaque personne réalise la tâche lui-même, et puis ces questions de co-construction. Dans ce cas, on ne va pas sacrifier l'autonomie, on ne va pas sacrifier aussi la créativité. Voilà, donc au niveau de la question d'adopter plus la collaboration, c'est aussi au service de plusieurs autres compétences. Et là, je vais parler vous étiez plus dans un contexte ingénierie ou bien pédagogie. Moi, je vais être aussi avec l'approche compétences. Vous avez parlé, Madame Khalil, de compétences transversales. Et oui, effectivement, encore, il y a aussi un autre débat entre soft skills et compétences transversales, encore une fois. La transversalité, encore, c'est à préciser. Parce que dans d'autres contextes, autres que les enseignements de base, en ingénierie de formation dans le monde professionnel, par exemple, une compétence transversale, ça peut être un contenu technique, un contenu scientifique, qui est transverse entre plusieurs autres compétences spécifiques. Et dans ce sens-là, ce n'est plus le soft skills, c'est du hard skills, mais toujours au service de plusieurs autres compétences spécifiques. Voilà. Voici mes deux réflexions, mes deux petites remarques, et je vous remercie. Merci Madame Jean-Marie. Donc je passe la parole à M. Tiguine. C'est ça? Je vous la parole. Bonjour tout le monde, Tigni Hassan, formateur à l'éducation préscolaire, doctorant à l'université de Nontofay. Ma question à M. Mkaili, cher monsieur, quelle formation initiale des éducateurs des préscolaires pour avoir un préscolaire marocain, je répète, marocain de qualité? Merci monsieur. Merci M. Donc je passe la parole à Madame Leila. Leila El-Houri. Je vous remercie pour le choix des axes. Je suis enseignante à l'Agence de l'enseignement français à l'étranger et doctorante chercheur ici à la FSO. Donc ma question c'est pour M. Ntaibi. On sait qu'à l'école maternelle, l'éducatrice est menée à animer la séance toute seule. Procéder avec une pédagogie coopérative n'exige-t-il pas la présence d'une deuxième personne qui va porter de l'aide à l'éducatrice vu la contrainte de l'âge de ses enfants, surtout pour encadrer l'excitation, la mobilité et surtout pour créer une situation d'apprentissage adéquate pour la mise en œuvre de la pédagogie coopérative, mais efficacement. Voilà, merci. Merci Madame Leila. Donc avant de décider si on va prendre une deuxième liste de noms, je veux la parole en fait à chaque intervenant. On va respecter donc deux passages alors pour répondre à l'ensemble des questions de l'équipe. Donc à vous la parole Madame Zézalika.
Alors, Monsieur Jean-Claude, d'abord, je vous remercie pour votre question pertinente. Vous m'avez posé, votre question a porté sur la différence entre le diagnostic et l'évaluation. Alors, dans le contexte que j'ai présenté tout à l'heure, on est face à une formation des enseignants viciés de cas, si vous voulez. Il y a beaucoup de défaillances. Donc, on essaie de trouver on évalue ce contexte au début, au niveau du diagnostic, de l'étape diagnostique. Et ensuite, pendant l'évaluation, la dernière étape, on évalue les résultats obtenus. C'est pas ma question. Je sais ce que c'est avec l'évaluation. La question, c'est pourquoi avoir fait une différence. Moi, si j'avais fait le dessin, j'aurais mis évaluation diagnostic et à la fin, par exemple, évaluation, je ne sais pas, si c'est un rebond ou pronostic, voilà, évaluation, le bilan des formations, l'évaluation formatrice, toutes ces fonctions qu'on a déterminées. C'est ça que je voulais dire. Voilà, donc on est dans une évaluation constante. J'ai compris le contenu. Je voulais juste dire qu'on est en fait dans une évaluation constante du système, enfin du dispositif de formation. Donc ça serait formatrice. C'est formatrice. Oui. Donc, je pense, de toute façon, c'est aussi en fait les questions sont formatrices aussi pour la doctorante. Donc on revient et questionner normalement en fait l'utilisation de l'évaluation. Donc entre l'évaluation diagnostique, le bilan, l'évaluation du suivi, l'évaluation formative, comment on peut normalement les présenter dans le travail. Je pense que c'était plus en fait un éclaircissement qu'une question par rapport à la doctorante. C'est ça, parce que j'ai compris. Ah, d'accord. Merci. Donc, on passe la parole à Sébène Taïbu. Je crois qu'il a 3 questions. Oui. Alors, merci. Tout d'abord, je vous remercie pour votre intérêt et les questions que vous avez posées. Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec vous quand vous avez parlé un petit peu de capitalisation. Et nous avons intérêt à capitaliser sur, effectivement, non seulement le capitalisme, mais aussi faire un recensement des écrits et des recherches qui ont été mises dans le cadre du préscolaire. Pourquoi? Parce que ce sont effectivement un noyau de recherche qui vont nous permettre un petit peu d'éviter un petit peu les erreurs, mais aussi d'ouvrir un petit peu d'autres champs de formation. Alors moi, je voudrais revenir sur la question dont j'ai parlé tout à l'heure d'innovation. Alors moi, j'étais en train de rapporter, n'oubliez pas que j'ai dit entre théorie et pratique, et j'étais en train de rapporter ce qui a été dit par des chercheurs. Des chercheurs qui ont dit effectivement que c'est une innovation, d'autres qui ont dit que c'est un leurre, d'autres qui ont dit qu'effectivement c'est juste une pratique et une approche et ne pourrait pas être une pédagogie coopérative. Mais l'essentiel, c'est que vous savez, maintenant, nous sommes passés, après juste le Covid-19, nous sommes passés dans une situation qui est vraiment numérisée, mais aussi nous sommes dans des nouvelles technologies. Maintenant, nous sommes sur l'intelligence artificielle, le ChatGPT et tout ça. Et je crois que nous devons revoir un petit peu nos approches, mais aussi adapter nos approches aux attentes, mais aussi aux besoins des enfants. Et effectivement, maintenant, nous avons des outils de travail avec lesquels, de coopération qui sont mis en place par l'éducatrice, et effectivement, qui sont très innovants, et qui fait qu'effectivement, c'est une pédagogie qui reste toujours innovante. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours de la recherche, de l'amélioration de la pratique, mais aussi. Alors, revenons à la question qui a été posée par notre chère madame, effectivement, pour assurer et réussir une pédagogie coopérative, je crois que, effectivement, même le nombre de 2 éducatrices au niveau du préscolaire n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que là, nous sommes en train de travailler avec des enfants qui sont en situation d'apprentissage. L'apprentissage des valeurs, l'apprentissage des compétences, l'apprentissage de bien-être et de vivre ensemble, on l'a bien dit. Et effectivement, nous avons besoin parfois, dans des situations bien précises, bien sûr, de plus je me réfère au modèle canadien, je crois que c'est le modèle de référence au niveau international, où dans des écoles ou des classes, nous trouvons plus de 3 éducatrices, d'accord, et en plus de ça, des aides éducatrices. Je dis bien des aides éducatrices, ça veut dire quoi? Qu'il y a un intérêt croissant qui est porté pour l'enfant. Et effectivement, donc maintenant, si on parle de réalité marocaine, déjà, le fait de généraliser le préscolaire, c'est une première. Alhamdoulilah. Deuxièmement, un petit peu pour renforcer les capacités et la formation de base,
déjà, si on fait un petit peu recensement des formations qui sont données au niveau national, pour que la FSE elle a l'exclusivité de former avec une licence d'éducation en 3 ans, plus de 1900 heures, avec plus de 45 modules, avec des professeurs de renommée et avec des travaux vraiment pratiques et ça, effectivement, il y a beaucoup de travail qui se doit se faire. Nous ne voulons pas rester un petit peu dans ce qu'on appelle le bricolage pédagogique ou les formations de corporate minutes, comme je les qualifie toujours, qui sont faites à 3 jours, 3 à 4 jours, et on dessine des idées. Ça veut dire qu'effectivement, il faut investir plus sur dans cette pédagogie et dans le préscolaire. Alors, je voudrais revenir juste sur le professeur quand elle a parlé un petit peu de coopération et de collaboration. Alors, la coopération suscite l'intervention entre des personnes qui existent. Notamment quand je parle au niveau universitaire, au niveau secondaire, on peut parler non seulement de coopération, mais aussi de collaboration. Pourquoi? Parce que la collaboration suscite que chacun travaille sur une tâche déterminée, et après il y a la consolidation et un travail. Alors que dans le préscolaire, on est plus dans le coopératif. Pourquoi? On ne peut pas travailler sur la collaboration parce que le niveau cognitif, mais aussi des compétences qui sont acquises par les enfants ne leur permettent pas effectivement d'aller dans cette collaboration, même si on parle à la fin que nous travaillons sur un projet d'institution ou un projet éducatif. Alors, si vous permettez, Madame la Présidente, je voudrais revenir à la formation de base. Quelle formation de base? J'en ai parlé maintenant sur le cursus de ce que propose l'université, la faculté des sciences de l'éducation, l'exclusivité dans la formation des éducatrices. Et en plus de ça, cette formation doit être aussi multidisciplinaire, interdisciplinaire, mais aussi ouverte sur tout ce qui se rapporte maintenant de nouveautés en termes de neurosciences, mais aussi de l'intelligence artificielle. Maintenant, on peut parler même de l'enfance et l'intelligence artificielle. Qui pourrait nous dire le contraire? Absolument pas. Chaque jour, on découvre de belles choses. Je vous remercie. Merci. Merci, Monsieur Bentaibi. Je pense que la question d'innovation, je pense que si on cherche à la définir, en fait, c'est quoi innover? Pour moi, personnellement, je considère que innover, c'est repenser ce que je suis en train de faire et chercher à le faire autrement. Sans trop en fait compliquer la vie donc sur l'innovation, la pédagogie active, donc il existe depuis des années. Donc l'exemple de la pédagogie freinée ou pédagogie Montessori ou quoi d'autre, donc c'était des expériences, c'était des modèles qui étaient développés dans des contextes pour donner, en fait, repenser l'activité pédagogique et donner un autre sens au travail de l'enseignant et de l'organisation pédagogique dans le milieu de la classe. Donc je passe la parole à Madame Khalil pour répondre aux questions. Merci. Je n'ai pas reçu des questions. Mais je vais alimenter quelques réflexions, notamment celle de professeur Kautara, au sujet justement de la notion justement de la transversalité. C'est la raison pour laquelle justement nous avons des référentiels aussi bien dans le domaine de l'entreprise qu'au niveau de l'éducation. Et il est vrai que la transversalité prend un sens en fonction du contexte dans lequel on opère. J'aimerais revenir très rapidement sur cette question effectivement de collaboration, coopération, et je donne souvent cet exemple. Nous avons un groupe de 5 personnes à qui on va demander de réaliser un travail. On va se retrouver dans 2 situations. Soit nous avons un groupe qui va vous dire la première personne va présenter son travail, la deuxième personne, la troisième, la quatrième, la cinquième, sans qu'il y ait un lien entre ces personnes d'abord sur le plan réflexif, mais également sur le plan humain. Et donc on se retrouve avec un morcellement du travail. On s'approche de la coopération. Quand on parle de collaboration, ça veut dire que tout ça se dissout et on est finalement avec une seule âme qui réalise le travail, sans pour autant savoir et sentir qui a fait quoi. Ça, on va dire, pour nous, c'est toujours un challenge de retrouver ça dans des travaux qui se font en équipe. Je reviendrai sur cette question du préscolaire, si vous permettez, du moment que j'interviens au niveau de la licence du préscolaire, et je l'entends travailler au niveau de la formation des éducatrices. Excusez-moi de vous dire que nous avons un problème, mais aussi au niveau de la formation. Nous avons une formation de qualité, notamment celle que nous avons au sein de la faculté des sciences de l'éducation, orchestrée par notre cher collègue brillamment Rachid Bentaibi, mais nous avons quelque chose dans notre ADN qui nous dit que et donc je reviens à cette question de choix.
Le préscolaire, je le dis, je le répète à mes chères étudiantes, ce n'est pas fait pour tout le monde. C'est soit on est passionné par cet âge, c'est soit on se dit qu'on va se donner tous les moyens nécessaires pour donner à ses enfants et les faire grandir intérieurement, et on les voit grandir également physiquement. Mais si on attend, les éducatrices, si on n'est pas fait pour ça, si on n'a pas le ventre qui bouillonne pour ça, finalement on doit changer complètement de direction. Donc à mon sens, ce n'est pas un problème de formation, ni Madame Boukhari, il y a des questions qui touchent en fait des décalages entre ce que vous étiez en train de dire et le calcul figuré sur les slides. À vous de justifier. Ah non, j'ai pas encore répondu. Alors, justement, je vais essayer de répondre brièvement. Alors, c'est tout à fait normal par rapport à cette question de décalage. Si on fait le compte sur certains critères, à partir de ce qu'il y a sur les histogrammes, les bâtons, etc., c'est plus de 70. J'ai omis de le dire à l'oral, mais certains critères ont été éclatés. Alors, je vous donne un exemple. Je prends juste l'exemple du Conti-Cali. Alors, le Cali, vous avez un bâton sur les entretiens, un bâton sur les entretiens semi-directifs, directifs, etc. Ben, c'est l'éclatement du premier bâton. Donc, peut-être qu'il fallait que je le précise dans la précipitation. J'ai pas été pour bien le souligner. Mais mais le plus important, c'est qu'il n'y a pas d'erreur, il y a le compte est bon, sauf qu'il y a, je le précise, c'est bien, vous avez bien fait de le souligner, certains critères ont été éclatés. C'est comme le cas des statistiques descriptives, il y a l'univarié, le bivarié, etc. Mais tout ça fait partie des statistiques descriptives. Maintenant, si on additionne les principaux bâtons sur, par exemple, ces deux types de critères, le compte est bon. Il n'y a pas de... ça a été fait ou refait, donc il n'y a pas de décalage, je vous rassure, monsieur, je vous rassure, madame la présidente, hein, le compte est bon. Alors, par rapport à la deuxième question, sur le qui 2, en fait, ça, c'est un indice de parcimonie, c'est le qui 2 par degré de liberté. C'est un indice qui est fourni par Amos, le logiciel Amos, pour indiquer. Alors le seuil, c'est le seuil de signification. Hein. Il doit plus ça c'est ce qu'on appelle le qui 2 normé. Voilà, donc il est divisé par les degrés de liberté, et plus il est inférieur à 5, mieux c'est. Alors l'idée de Amos, c'est quoi? C'est quand on fait rentrer le modèle structurel dans la machine et qu'on respécifie, hein, je n'ai pas tout détaillé, à travers les coefficients de régression, à travers l'estimation, etc., la respécification, on se retrouve avec 3, 4, 5 modèles qu'on devrait choisir. Et parmi les indices qui nous poussent justement à dire ce modèle-là, il est plus parcimonieux que celui-ci, vous avez ce fameux qui 2 normé, en plus des autres indices, notamment le CFI, le NFI, la GFI, tout ça, permettent avec des seuils de recommandation. Alors le 5, vous m'avez posé la question, c'est le seuil qui a été proposé par Jaurès Koch en 69 et par Bentler en 86 justement. Ils sont mis d'accord sur ce seuil-là, enfin la communauté scientifique, pour dire que plus c'est inférieur à 5, plus c'est parcimonieux. Quand c'est supérieur, ça ne sert à rien de retenir le modèle proposé justement par la machine. Voilà, c'est dans ce sens. Merci. Je pense je serai dans l'obligation de mettre fin à ce panel. J'avais un grand plaisir en fait d'être là aujourd'hui avec mes collègues. Merci pour la qualité de vos interventions. Merci pour les collègues qui ont pris le soin d'être là, les doctorants, les étudiants. Je vous souhaite une bonne continuité dans le reste des travaux de ces 2 journées scientifiques. Merci pour votre présence et merci pour...